Salut les internés, C'est les internés. et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast, le premier, plutôt une émission où juste on a préparé 3 thèmes chacun, on connaît rien presque. Donc Du thème voilà. de l'autre, en fait, on n'est pas très sûr du thème de l'autre, on connaît pas très bien le thème de l'autre, mais ça va être drôle et on va avoir un petit débat. Effectivement, donc nous commençons tout d'abord par le thème de mon très cher Nicolas, qui sera le Foot. Yes, je connais rien au foot, je suis en footix comme ils disent. Et donc nous allons commencer, qu'est-ce que vous pouvez me dire Nicolas? Alors, comme vous voyez à l'écran, j'ai le maillot du Real Madrid, donc je sais pas si on voit bien les cuissons. Donc, c'est le maillot de pré-saison, non, d'entraînement, que j'ai acheté la semaine dernière à Madrid lors de mon voyage scolaire. Et donc, du coup, voilà, comme aujourd'hui, à l'heure où on tourne cette vidéo, c'est la demi-finale en fait du. Ah non, pas la demi-finale, qu'est-ce que je raconte? Je suis carrément fou, complètement Crazy. Non, c'est le 5ème journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Ok. Donc ce soir, le Real Madrid qui reçoit tout simplement pas Dortmund, pas Braga, pas Naples, qui reçoit un club. Mais bien sûr, Mais un club. bon, on s'en fout, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être sur le terrain, dentro del campo, comme on dit en Espagne. Si, Alors, ligne de terrain, on the field, c'est comment Voilà. en anglais. Donc, tout simplement, mon associé ici qui m'a. Donc, très cher intendant à la caméra qui s'appelle Maxime, qui va publier les vidéos de TikTok. C'est donc Dortmund contre le Népal. Non, c'est pas du tout ça. C'est. Voilà, c'est tu vois, Sacha, faut que t'apprennes le foot un peu. Donc, en fait, c'est Napoli contre le Real Madrid. Donc, à l'aller, les merengues ont été sortis 2-0 avec une magnifique frappe de Valverde d'ailleurs. Qu'il faut malheureusement, pour ce match retour, Vinicius n'est pas là. On devrait donc avoir une attaque composée de Rosselló et Rodrigo, avec sans doute Bellingham en meneur de jeu. Ou alors, comme il n'y a pas assez d'attaquants, Brahim Diaz sur un côté, Rodrigo sur un côté, et puis Rosselló en pointe, avec un milieu à 3 avec Toni Kroos et Modric. Ah non, Modric est blessé. Donc Valverde Joueur sans doute, droite. et Bellingham. de Oui, Bellingham. joueur droite. Et donc on aura une défense à 4 composée comme d'habitude de Rudiger, Alaba est présent, et Fernand Mendy et Carvajal, et qui est pas dans les buts. Donc moi personnellement, je suis très excité pour ce match. J'ai vraiment envie que ça soit un bon match. Je pense que le Real Madrid va gagner et à la Madrid. Voilà. Oui, Donc, mais qu'est-ce que t'en penses, Sacha? d'abord, très petite question, qui s'intéresse? Tout le monde. Alors le Real Madrid est le plus grand club du monde. C'est le club qui a régénéré le plus de revenus la saison dernière. C'est le club qui a le plus d'intérêt dans tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le club qui est suivi dans le plus de pays différents, avec le plus grand nombre de personnes qui le suivent dans les pays différents. Donc c'est le club numéro 1 en fait, du monde. Et donc voilà, je vais pouvoir jouer le plus grand club de tous les temps. Intéressant. C'est toujours Mais, intéressant. excusez-moi, pourquoi est-ce que c'est le club le plus intéressant du monde? Pourquoi il est autant suivi? Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Real Madrid a remporté tout simplement les 5 premières Ligues des Champions. À l'époque, ça s'appelait la Coupe des clubs champions, mais c'est pareil. Et il y a quasiment tous les plus grands joueurs de renom, à part tous, qui sont passés par le Real Madrid. À part Messi, Maradona et Pelé qui ne sont pas passés par le Real Madrid. Sinon, Cristiano Ronaldo, R9, ils sont tous passés par le Real Madrid. Mbappé prochainement va y aller, j'espère. Mais donc, c'est le club qui a tout simplement gagné le plus de titres dans l'histoire du football, qui a le plus de championnats gagnés en Espagne, qui a le plus de Ligue des Champions gagnés, 14, ce qui est quand même 2 fois plus que l'AC Milan qui est 2ème dans ce classement avec 7 Ligue des Champions seulement, donc c'est quand même un écart assez conséquent. Et puis ces dernières années, on a vu avec le projet de Florentino Pérez des jeunes joueurs tels que Vinicius et que Rodrigo se développer et en fait vraiment devenir des effigies du football mondial à l'instar par exemple de Kylian Mbappé. Et donc en fait, voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant. T'as un commentaire à rajouter, Sacha? Aucun, tout a été explicitement exprimé de la part de mon cher Nicolas. Je vous remercie et si ça vous gêne pas, nous passons au deuxième sujet. On passe au deuxième sujet, ça. Qui sont les OGM. Voilà, donc ça va être très simple, organisme génétiquement modifié. Donc on prend un gène d'un animal ou d'autre chose, d'un organisme, et on le met sur le gène d'un autre sujet. En gros. Donc ça peut apporter à plein d'expériences toutes les plus différentes les unes que les autres. Donc on pourrait passer par exemple prendre une méduse fluorescente. On prend juste son gène fluorescent, on le met dans une souris, hop, souris fluorescente, donc ça a déjà été fait. Mais ici, c'est pas ça qui va nous intéresser, parce que oui, il peut y avoir des choses très marginales en fait. C'est-à-dire qu'avec ça, on pourrait faire des choses diaboliques sur les humains, excusez-moi.
c'est-à-dire Comme Hitler la Seconde Guerre mondiale. non, mais voilà, effectivement, ce serait pire ou pas, je ne sais pas, parce que je n'y étais pas. Mais en tout cas, voilà, on pourrait faire des choses pas très catholiques, effectivement. Aujourd'hui, c'est pas pour ça, c'est surtout pour les OGM au niveau des plantes. C'est-à-dire que les OGM, ça coûte très cher, parce que bon, c'est une opération délicate et tout. Donc là où il faudrait favoriser les OGM, c'est plutôt dans les pays en développement, c'est-à-dire les pays surtout africains. Dans les pays africains où du coup les plantations sont compliquées, la culture est compliquée due au climat aride et compliqué effectivement. Donc voilà, c'est pour ça en fait, c'est plutôt privatisé aux pays déjà très développés qui n'en ont pas vraiment besoin. C'est pour ça que Nicolas, j'ai une question. D'après vous, est-ce vraiment utile les OGM ou pas? Alors, selon votre discours et selon la façon dont tu l'as expliqué, Sacha, je pense qu'en effet, ça pourrait être utile pour les pays en sous-développement comme l'Afrique. Enfin, les pays en sous-développement en Afrique qui ont besoin sans doute de ces OGM. Alors, oui, en fait, je pense que selon comment tu l'as expliqué, Sacha, comme tu l'as très bien expliqué, je pense que ça pourrait être une véritable avancée pour le continent africain. Et ça pourrait vraiment en fait permettre au continent africain de plus se développer. Et je pense qu'en fait, comme tu l'as dit exactement, les pays en Europe occidentaux, on va dire, en incluant aussi les États-Unis, le Canada, l'Australie, c'est-à-dire les pays développés, je pense qu'ils ont peut-être pas besoin, de par leur climat qui est plutôt favorable à tout ce qui est agriculture, etc., comparé à l'Afrique où vraiment c'est vrai qu'il y a un climat assez aride, avec le désert du Sahara notamment. Et donc je pense que oui, en effet, ce serait bien que l'Afrique puisse bénéficier. Effectivement, mais pourquoi vous incluez surtout l'Afrique? Pourquoi pas les autres pays émergents? Je ne comprends pas pourquoi cette fixation sur ce continent. C'est toi qui as parlé d'Afrique. En Amérique du Sud, le climat est assez propice à la culture. En fait, il s'adapte beaucoup. Alors, il faut savoir que par exemple, dans l'Amérique du Sud, il y a beaucoup de soja qui est produit, notamment au Brésil. Et donc, en fait, le soja constitue une des alimentations majeures des justement sud-américains. Et ben non, pas du tout en fait. On va penser ça. J'y ai cru. La majorité du soja est produit en fait et cultivé en Amérique du Sud, mais elle est exportée aussitôt en Occident. Ce qui fait qu'en fait, les pauvres sud-américains, comme les Brésiliens par exemple, sans doute, ne peuvent pas bénéficier en fait de leurs produits. Et donc du coup, je pense aussi qu'en fait, les OGM pourraient aider les pays sud-américains à produire plus et donc à produire en plus grande quantité et donc en meilleure quantité, en meilleure qualité. Et donc en fait comme ça, les pays sud-américains pourraient profiter eux aussi de leur culture. Mais petit aparté, on est en train de déguster un magnifique pain au lardon qui vient de chez Marie Blanchère. Marie Blanchère, pardon. Marie Blanchère, donc c'est pas du pain, mais c'est une ficelle au lardon. Notre stagiaire ici présent, qu'on n'aime pas du coup, a dit qu'il fallait le mettre au four. Que nenni. Non, ce n'est pas des juifs. Voilà, donc Marie Blanchard qui va faire le Too Good To Go, donc c'est génial. Voilà, passons maintenant au prochain sujet. J'ai vu que dans quelques temps, bon, dans un certain nombre de temps quand même, ça va être les élections pour les députés européens. Donc les députés européens qui sont quand même très importants, vu que c'est quand même, voilà, là on sait qu'on est en France, la France est plus ou moins régie par l'Europe. C'est quelque chose de discutable, mais l'Europe a une grande influence dans la France et sa politique. Et donc en fait, je me posais la question comme ça. Qu'est-ce que le parti écolo pourrait justement apporter à la politique européenne? Parce qu'on a bien vu qu'en France, personne ne vote les écolos. Certains votent au premier tour, mais j'ai vu dans de nombreux sondages, je ne pourrais pas citer les chiffres malheureusement parce que je ne les ai pas, mais dans de nombreux sondages en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne votent pas écolo parce qu'ils savent que le parti écolo ne passera jamais. Et donc en fait, moi je trouve ça vraiment dommage. Et je me dis, quel sera l'avenir du parti écolo? Parce qu'on l'a vu aujourd'hui, notre planète elle se meurt, on va pas se le cacher. Je n'ai pas compris, pouvez-vous répéter? En fait, je me demande quel est l'avenir du parti écolo parce que le parti écolo, vraiment en ce moment, n'a plus du tout les intentions de vote des gens. Il n'y a plus aucune saveur, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, et je me demande si ces élections européennes ne pourraient pas être un tremplin entre guillemets pour relancer l'avenir du parti écolo et justement faire que si les gens voient qu'en Europe beaucoup de gens disent des écolos, et ben on pourrait se dire pourquoi pas nous en France aussi, tu vois. Effectivement, mais quel pays serait prêt à accepter le parti écolo? Alors il y a beaucoup de pays comme la Norvège, la Suède, le Danemark, encore la Finlande, qui sont très écolos. Malheureusement, la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, donc ce ne sera pas possible. Mais par contre, des pays comme le Danemark peuvent potentiellement influencer
l'Europe. On sait aussi par exemple l'Allemagne est un pays très écolo, qui pourrait donc sans doute aussi influencer l'Europe. Sacha, d'ailleurs, tu pourrais parler de l'Allemagne écologique, non? Effectivement, mais plutôt dans un prochain épisode. Ce sera le thème, donc soyez là au rendez-vous. Mais Bon. Donc, pour moi, l'avenir du Parti écolo pourrait potentiellement s'écrire prochainement avec les élections législatives européennes. Et donc, j'espère vraiment que beaucoup de personnes, potentiellement des majeurs qui sont peut-être en âge de voter, pour les partis écolos pour les élections européennes, j'espère vraiment qu'ils pourront justement peut-être redonner un dynamisme à ce parti qui, il est vrai, est en train de se mourir, en même temps que toute la gauche finalement. Et voilà. Maxime, quelque chose. Pas Maxime, Sacha. Ça va. Le prochain sujet, c'est la philo. Est-ce utile ou non? Des fois on est inconscient. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. Vos rappeurs Parce que la philo, c'était quand même assez utile dans, peut-être pas la vie de tous les jours, mais dans les moments de questionnement de ma vie. Donc, par exemple, en philosophie, nous faisions la méthode socratique, qui permet en fait à Socrate, donc un grand philosophe antique, donc la méthode socratique qui permettait à Socrate de tout simplement faire se remettre en question les interlocuteurs à qui il parlait, tout simplement, par tout d'abord en faisant se contredire son interlocuteur, puis donc ensuite en se mettant lui-même en tant que Crampé. non, on n'a plus de crampes. En tant qu'élève, voilà, tout simplement. Donc, moi, dans la vie de tous les jours, ça m'a aidé quand même, parce que le simple but de philosopher, c'est de faire déjà la différence entre croire et savoir. Donc, non, je ne sais pas, mais je crois, effectivement. Et de faire la différence aussi entre opinion et vérité, la vérité qui est donc absolue, Et finalement, universelle. est-ce qu'en fait, on croirait avoir la vérité absolue, mais on ne saurait qu'on n'a que des opinions? Je n'ai pas compris votre question. Moi non plus. J'essaie d'imiter un prof de philo. Mais effectivement, c'était très bien. Non, je vais continuer sur ce sujet. Donc voilà. Donc la vérité, c'est absolu, universel. L'opinion, c'est influençable, relatif et individuel, tout simplement. Ça peut être influencé par les choses moi, j'ai pas de vécues, par notre orientation sexuelle. Hein, Maxime? Par beaucoup de choses. Et Moi, j'ai une réflexion pour clore si la philo est utile ou pas. Mhm. Je vais citer une personne très célèbre qui est ma prof, dont je ne peux pas malheureusement dévoiler le nom, mais pour ceux qui sont élèves dans mon lycée, je me connaîtrai sans doute. Je vais citer un prof qui me disait qu'en arrivant au travail le jeudi matin, en fait, elle écoutait un podcast. Et un podcast philosophique, donc, parce que c'est une prof de philo, enfin, voilà. Et en fait, elle est venue en cours, et elle nous a fait tous s'asseoir, tous se taire, et puis elle nous a tous regardé un par un, et puis elle nous a dit finalement, ce matin, j'ai écouté mon podcast dans la voiture, et la personne qui parlait de philosophie a une grande réflexion, et j'aimerais vous la faire partager. Donc, nous sommes tués, nous avons ouvert nos oreilles, comme on dit. Et donc la réflexion était la suivante. Est-ce que finalement, nous n'aurions pas de la chance de ne pas être des vers de terre? Et je voulais vous en faire part, et je trouve que ça résume assez bien mon année de philo pour l'instant. C'est-à-dire vague et... Effectivement, nous pourrions supposer que nous sommes des vers de terre. Or, en SVT, Sciences et Vie de la Terre, nous pouvons savoir que c'est impossible puisque les vers de terre sont d'une espèce et que nous le sommes d'une autre. On peut le voir grâce au caractère typologique et au caractère... je ne sais plus. En gros, si on ne peut pas faire de sexe avec eux, j'ai pas envie, et bah c'est qu'on n'est pas de la même espèce. Si on ne peut pas féconder avec eux, c'est qu'on n'est pas de la même espèce, tout simplement. Et il y a aussi le caractère plutôt visuel. J'explique, les chiens, ils sont de la même espèce et pourtant ils ne se ressemblent pas. Alors, Cependant, un labrador peut s'accoupler avec un chihuahua. Ça doit faire mal, mais il peut. Alors que deux éléphants, exemple éléphant d'Asie et éléphant d'Afrique, se ressemblent vraiment beaucoup. Sauf qu'il y en a un qui a des défenses et l'autre non. Et pourtant, ils ne peuvent pas se reproduire mutuellement. Donc, ils ne sont pas de la même espèce. Alors, j'ai une question pour toi du coup. Oui. Très importante. Pour contrecarrer un peu ta théorie, donc voilà, j'essaie d'avoir un autre point de vue et un point de vue extérieur en fait à celui de Sacha. Deux hommes ne peuvent pas féconder ensemble. Et pourtant, ils sont de la même espèce. Oui, mais c'est juste parce qu'un homme n'a pas d'ovule. Voilà, tout simplement. D'accord, merci Sacha de donner l'explication. Tout simplement. Continuons avec le prochain sujet. Par où commencer? Je vais peut-être commencer par Dire qui c'est. Rimkus Ultilamine,
sais de quoi je parle. Non, je ne sais pas. Eni. Je ne sais pas. Donc en fait, depuis quelques années maintenant, presque une dizaine d'années finalement, Ninho s'est vraiment imposé comme la référence numéro 1 du rap français. Et moi, je trouve que son dernier album, personnellement, hein, a été un peu un flop. Alors, on avait déjà pu voir avec Miss 3 que, bon, voilà, on n'était pas sur le meilleur Ninho en ce moment, mais son nouvel album devait un peu, entre guillemets, remettre tout le monde d'accord. Parce que vu tous les singles qui sortaient et tous les sons où il était en feat et voilà, c'était incroyable, on pouvait tous penser que finalement Ninho n'était plus fini, n'était pas fini en fait, il n'avait jamais été fini, qui était toujours au top. Mais depuis son nouvel album, Eni, qui a été sorti, on peut se poser la question, et ça me fait de la peine parce que voilà, Ninho a fait tellement de classiques. C'est quand même le mec qui a le plus de singles d'or, il me semble, ou singles de diamant, enfin un truc comme ça. Donc c'est vraiment un patrimoine de la musique française même, hein, voilà, mais on pourrait se poser la question si Ninho est fini. Est-ce que vous Oui, pouvez c'est regarder vrai. sur la base, s'il vous plaît? Treat me like white teeth. Don't get J'ai aimé, hein. love on me. Bref, voilà, donc je pensais en fait vraiment à ça dans des sujets comme ça, parce que la musique, voilà, ça me tient à cœur. Là récemment j'ai eu les Deezer Years, voilà, en fait, qui résume l'année Deezer, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc voilà, en fait, je me disais que ouais, c'est vrai que Ninho est un peu fini en face album et tout. Et voilà. Sacha, qu'est-ce que t'en penses? J'écoute pas Ninho, en tout cas je sais que j'ai 31 000 minutes sur Spotify et ça peut être très bien. Top 05 d'Amso, ça peut être. Finissons, malheureusement c'est déjà fini, par le dernier sujet qui sera les pics à SDF. Excusez-moi. Pour moi, ça m'est venu comme ça cette idée, ouais, parce qu'on a tout préparé Non. en amont. Ah non, je peux le faire. Voilà, c'est très simple. C'est dans certaines villes, certaines grandes villes, à l'entrée de grands bâtiments, de bâtiments qui peuvent être abrités un petit peu, enfin, qui peuvent abriter des SDF. Et ben il y a tout simplement des poteaux pour pas qu'ils installent leur tente, qu'ils dorment. Ah mais c'est vraiment des vrais qu'ils amis fassent en leur- fait. Comment? C'est des vrais amis, hein. Les poteaux et les SDF? Non, c'est pas des amis. Non, non. Mais Toujours au montage. C'est pas grave, Sacha. Une blague expliquée, c'est une mauvaise blague. Donc je vais expliquer quand même. c'est exceptionnel. J'étais à où? J'étais à où? Ah, les poteaux, hein. Ouzbékistan. Ah, j'étais à Ouzbékistan. Donc, 3 days later. les poteaux. Ouais. Ah, t'es loin la détente, hein, Sacha. Les barrières, en gros, à SDF, et ben, les permettent tout simplement de s'installer. Ce que je peux comprendre, bien évidemment, pour les entreprises. Oh, je me suis pris une balle de sniper dans les cheveux. Mais qui Non, malheureusement. t'inquiète pas. Mais qui, malheureusement, pour SDF, leur empêche tout simplement de vivre. Donc voilà. Et du coup, je voulais rapprocher ça aux pigeons. Je sais pas si vous voyez. En gros, comme à Lyon, tout simplement juste dans le train ou dans les gares et tout comme ça, il y a, vous savez, sur les poutres, des pics, des pics pour pas que les pigeons ils se posent. Ça, je trouve ça débile, tout simplement, parce que les pigeons, ça fait partie de notre patrimoine, en fait. C'est la biodiversité en fait. Voilà, je trouvais qu'on pouvait faire un rapprochement, non pas entre le SDF et le pigeon en soi, mais entre, du coup, les poteaux et les pics, qui pourraient donc être une métaphore. Finalement, est-ce que le poteau Oui. pourrait être un ami qui sauve les SDF et qui les envoie vers d'autres lieux? D'un point de vue philosophique, encore une fois. Effectivement. Non. Donc, je suis désolé, c'était presque ça, mais non. C'est juste des poteaux qui font en sorte que les SDF, au lieu de dormir sans trop de pluie, dorment sous la pluie, tout simplement. Donc, on va finir sur la métaphore des pigeons et des SDF. Donc voilà, Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce premier podcast. effectivement. Les retours, ce serait intéressant. Il sera intéressant les retours, oui, effectivement. Oui, si, les retours, Les voilà. retours, voilà. Voilà, Voilà, retour. Donc à la Madrid, hein. À la voilà. Madrid, comme on dit. Madrid, allez, Anne Hidalgo. Non, Non. j'ai vu, elle partait de Twitter. Elle partait de Twitter. Ah, ça fait virer Twitter. Les Nous, OGM. Hidalgo, Elle laisse un pouce. laisse un pouce bleu. Lâche un pouce bleu. Voilà, donc on espère que ça Non, vous aura je pense plu. que- En tout cas, partagez un maximum. À vos amis, à vos familles, à vos parents, à vos voilà. cousins. Et C'est la même chose finalement. oui, à votre famille, à vos cousins, effectivement, à votre femme et à votre sœur. Et voilà, je vous rappelle, ne prenez surtout pas de stagiaires comme Maxime. Et on va vous laisser.
Salut les attardés. Bisous les attardés, c'était les internets. C'était les attardés.